Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Je suis ravie de partager aujourd'hui ma conversation avec Véronique Dubourg. Véronique est comportementaliste canin spécialisée dans la compréhension des émotions chez le chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec sa chienne Yes et comment le sujet des émotions s'est imposé à elle. De la définition au fonctionnement des émotions dans le système nerveux, en passant par les notions de seuil de tolérance et de contagion émotionnelle, vous saurez tout ou presque de ce sujet fondamental pour la compréhension de nos chiens. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Véronique. Salut Véronique! Hello Claire. Tu vas bien? Ça va, merci, je suis ravie d'être ici. Écoute, je suis ravie de t'accueillir au micro. Je suis très contente de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Et donc, je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe et sophrologue dans une autre vie. Et je me suis spécialisée au fil du temps dans la régulation des émotions du binôme humain-chien. Ok. Trop intéressant. Du coup, c'est ce sujet dont on va parler aujourd'hui, les émotions. Avant ça, est-ce que tu peux nous présenter ton chien? Oui, alors c'est Yes qui va avoir 7 ans au mois d'août, qui est une petite Shiba Inu. Ok, trop cool. Juste avant de revenir un peu sur ton histoire avec Yes, c'était quoi ton expérience antérieure avec les chiens? Est-ce que tu as toujours grandi avec ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard? Comment ça s'est fait pour toi? Écoute, j'ai harcelé mais vraiment ma mère à l'âge de 6 ans pour avoir un chien. Et finalement, on en a eu deux frères croisés, berger allemand, chien de chasse. Le voisin avait pris le deuxième, tu vois, et il le laissait seul en plein mois de novembre. Donc, j'étais descendue le chercher et on les a gardés tous les deux. Et voilà, ça a été mes premiers chiens, donc j'avais 7-8 ans. Ok. Et du coup, tu as toujours eu des chiens depuis? Non. J'ai eu besoin, je pense, de me construire et d'avoir, tu vois, la conscience financière, d'être capable d'avoir un chien financièrement, parce que dans les 2 chiens qu'on avait adoptés quand j'étais petite fille, un chien faisait des crises d'épilepsie. Donc j'ai vu le parcours veto, j'ai vu les finances aussi que ça entraînait. Donc j'avais cette conscience-là. Et comme mon parcours professionnel a été, disons, loin d'être un fleuve tranquille, j'ai attendu d'avoir cette assise financière de base, quoi. Ok. Du coup, ça m'amène 2 questions liées à ton parcours. C'est comment est-ce que Yes est arrivé dans ta vie? Et puis, comment est-ce que tu as fini par devenir comportementaliste canin? Alors Yes est venu dans ma vie en 2017 parce que j'avais très envie de revivre avec un chien, ça me manquait beaucoup. Et en 2017, j'étais assez stable pour accueillir un chien. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai quitté Paris
pour quelque chose qui me ressemblait plus. Là, je vis à côté d'une forêt, à la campagne, etc. Donc, sans Yes, je ne serais pas venue ici. Et pour ça, j'avais le projet d'ouvrir une pension canine, ce que j'ai fait en 2020, Yes Home, la création de Yes Home. Et en étant pet-sitter, en accueillant des chiens, tout se passait très bien. J'avais des clients qui venaient de Paris, voilà. Et là, j'ai senti que j'avais besoin de plus. Donc, je suis retournée me former. Je suis retournée en Île-de-France pour me former et devenir comportementaliste canin. Donc, c'était en septembre 2022 que j'ai intégré la formation Animotopia. D'accord, ok. Et jusque-là, du coup, tu nous disais que tu étais sophrologue, c'est ça? C'est ça. C'était après avoir été comédienne. Il y a un moment de ma vie où j'ai eu besoin de retour un peu sur moi-même. Donc j'ai commencé à faire des thérapies. Ça m'a entraînée vers la sophrologie. La sophrologie, j'ai voulu me former. Finalement, j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis installée. Je me suis spécialisée dans les addictions et le stress chez l'humain. Et donc voilà. Ce qui me sert aujourd'hui en réalité, parce que quand on va rencontrer nos clients, avant de pouvoir avoir un impact sur le chien, c'est bien l'humain qu'on rencontre. C'est clair, et c'est ce que j'allais dire. En plus, voilà, là, aujourd'hui, on va parler des émotions. Je pense que ton expérience de sophrologue, elle a été directement... ça a été complètement bénéfique avant de se former au comportement canin, je pense. Exactement. Et tu vois, justement, quand je dis je suis en train de me spécialiser, en fait, ça s'est imposé parce que quand j'ai commencé à aller chez les clients pour faire des bilans comportementaux, en réalité, je ne voyais qu'une histoire d'émotion, qu'une histoire de capacité, qu'une histoire de stress ou pas stress, de relation. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais j'ai créé donc le premier webinaire auquel tu as participé, qui était un peu dense. Je retravaille maintenant allégé pour que les gens puissent s'intégrer tranquillement. Mais voilà, tout d'un coup, ça m'a paru évident qu'il fallait parler de ça. C'est la base de tout être, de tous les mammifères sociaux que nous sommes. Les chiens en font partie. Trop chouette. Et du coup, Yes, dans ton parcours de vie avec elle, comment est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est le sujet des émotions et de peut-être elle, sa gestion ou sa régulation émotionnelle, ça a été un sujet à un moment donné avec elle? C'est quelque chose que tu as rencontré ou pas spécialement? Pas spécialement, étant... pour le coup, pour une sophrologue, tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis quelqu'un d'anxieuse de base parce que très sensible. Et donc, tout était, j'avais préparé, j'avais trouvé l'éleveur, je lui avais amené la caisse de transport avec, tu vois, le plaid avec les odeurs, etc. J'ai dormi avec elle les premières nuits. Donc, en fait, elle était assez sécure. Le dossier, c'était moi-même, en fait. C'était tout ce que ça me renvoyait d'avoir un chien. C'est un individu qui rentre dans nos vies et ça a un impact émotionnel. Ça peut faire revenir des choses, il se passe plein de choses. Et c'était plutôt moi. Et elle l'a suivi. La seule chose que j'ai comme regret, c'est d'avoir fait une stérilisation précoce à l'époque. Et je pense que ça peut avoir amené des peurs à certains endroits de sa vie, un peu un manque d'assurance. Je pense que ça vient de là avec le recul. Et voilà, le vétérinaire, il y a 2 écoles et celui-ci m'avait conseillé. Et ça, je le regrette. Aujourd'hui, je laisserais vraiment les hormones faire leur job. Mais bon, on n'est pas parfait et on apprend. Bah oui, carrément. Du coup, pour rentrer peut-être un peu plus dans le sujet des émotions, commençons par une définition, tout simplement. Comment est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est une émotion? C'est très important. Et peut-être aussi leur rôle, dans un premier temps, c'est vraiment notre équipement de survie. Et c'est l'équipement de survie des chiens. C'est vraiment ce qui va nous servir dans l'apprentissage. Donc, c'est essentiel. Et d'ailleurs, les hormones entre guillemets, du stress vont faire que l'apprentissage peut ne pas se faire d'une manière satisfaisante parce que la mémoire, la motivation va être impactée par le stress. Donc, ça nous donne un aperçu de l'importance. Et les émotions aussi permettent
de devenir un individu à part entière. Et ça, j'adore cette idée-là pour le chien, de ne pas avoir un chien robot, mais vraiment un individu qui va, grâce à ses émotions, communiquer. On est loin du chien robot, et c'est ça, moi, qui m'intéresse quand je rencontre les gens et les chiens, c'est d'avoir des personnes en face avec toutes leurs couleurs. Et pour revenir à la question, donc la définition des émotions, il y a un stimulus. Ça peut être quelqu'un qui passe au portail, stimulus. Il va y avoir une modification chez le chien, une modification physique. Il peut avoir la crête du chien, il peut avoir la queue qui se lève, modification visible. À l'intérieur, il va y avoir des changements tels que le rythme cardiaque, la tension, les hormones. En fonction de l'émotion, libération des hormones. Et là-dessus, une réponse cognitive. Tiens, je fais une association, c'est mon voisin, celui-là je l'aime bien, etc. Ou au contraire, c'est un quart d'enfant. La réponse cognitive va donner une expression, ce qu'on appelle une décharge. Et pour faire court, une décharge, c'est pas spécialement, ça peut être juste une vocalise, un seul aboiement, et le chien revient à son homéostasie. Donc l'émotion a fait son trajet, a fait sa fonction, il revient, il passe à autre chose, sauf quand il ne peut pas décharger, par exemple, ou que justement il est débordé. Le quart d'enfant qui passe, ça le déborde. Et là, c'est le système nerveux autonome qui va prendre le relais et on rentre dans les réponses de survie. Tu as une réaction, une modification, une réponse cognitive. Et si la réponse cognitive ne peut pas se faire, si le chien est débordé, là, ça va être le système nerveux qui prend le relais. Donc, en fait, pour résumer un peu, donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'une émotion, ça fait partie de la vie tout le temps. En fait, on ne perçoit que des émotions. On est fait d'émotions, en tout cas, et le chien est fait d'émotions. Et il y a à la fois un processus interne et un comportement visible, entre guillemets, qui peut apparaître. C'est ça ? Exactement. Et ça, c'est super important ce que tu dis, parce que ça nous invite vraiment à nous former et à apprendre le langage canin dans ses subtilités. Alors, bien évidemment, on pourra que interpréter, on ne sera jamais dans la tête du chien, dans ce qu'il ressent, mais c'est primordial. Tu vois, ce qui me vient là, c'est le chien qui remue la queue, il est content, et on sait qu'un chien qui remue la queue, il peut aussi être excité, avoir un fort émotionnel, etc. Et pour le grand public, c'est fondamental d'apprendre à lire le chien. La compréhension des émotions chez le chien, elle est directement liée à la lecture du chien, effectivement. Et c'est un gros enjeu. Il me semble que les émotions, c'est assez lié aux besoins. En tout cas, le fait de présenter des comportements, c'est directement lié à une émotion. Du coup, c'est ce que tu nous disais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Exactement. Et en préambule, c'est la raison pour laquelle parfois, quand les personnes nous appellent et qu'ils comblent leurs besoins, ils changent, ils rajoutent une balade, ils rajoutent de la mastication, etc. Parfois, le comportement gênant, lui aussi, va disparaître. Donc, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et effectivement, les émotions sont les messagers des besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Que ce soit un besoin de survie, physiologique, manger, boire, dormir, etc. Pour les chiens, on part vraiment du bas de la pyramide. Ou, comme je te disais, pour devenir un individu à part entière, exprimer un besoin, donc une émotion, et le voir comblé, ça va faire que l'intégrité du chien va prendre de l'ampleur, l'autonomie va arriver, la confiance va arriver. C'est joli de voir ça quand il n'y a pas de malentendu et que la communication circule comme ça fluidement, que ce soit entre humain ou humain-chien. Chacun rayonne dans ce qu'il est. Donc les besoins sont fondamentaux et c'est pour ça qu'il n'y a aucune mauvaise émotion. Tu vois, on entend parfois l'émotion négative, la colère, c'est une émotion négative, et pas du tout. Ça voudrait dire qu'il y a un mauvais besoin.
Donc ça n'existe pas. La colère, je pense qu'on a cette idée que la colère, c'est une émotion négative parce qu'on fait l'amalgame avec, souvent quand on est en colère, c'est qu'il y a un truc pas cool et qu'on a besoin de mettre des limites, que le chien a besoin de protéger son intégrité. Par exemple, quelqu'un qui mettrait sa main dans la gamelle pendant je ne sais pas combien de fois, au bout d'un moment, le chien va exprimer de la colère, il aura raison et souvent, du coup, c'est mal perçu. Mais alors qu'au contraire, c'est des colères saines nous permettent de communiquer et d'avoir chacun nos limites saines. Complètement, d'extérioriser tout ça, ouais, carrément. Alors, question qui peut peut-être paraître bête, mais il n'y a pas de question bête, donc je vais quand même la poser parce que je pense que des gens peuvent se la poser à ce moment-là de l'interview. Est-ce que les chiens ont-ils les mêmes émotions ? D'ailleurs, on ne les a pas citées, les émotions. Est-ce que les chiens ont les mêmes émotions que nous, humains ? Oui, tout à fait. Ils ont absolument les mêmes émotions que nous, puisqu'on a vu que c'était des réponses aussi de survie. Alors, en tant que mammifères sociaux, on a, et les chiens sont des êtres sociaux également, on a les émotions primaires en commun qui vont être la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère, la joie et la peur comme émotions qu'on partage effectivement. Et effectivement, la peur, ça va être le besoin derrière, ça va être d'être sécurisé. La colère, c'est affirmer ses limites, c'est protéger son intégrité. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très sain. La tristesse, c'est d'intégrer la perte. Et c'est pour ça que, tu vois, ça, quand les besoins sont pas comblés, eh bien, il y a aussi cette intégration par la tristesse. La surprise, ça va être l'évaluation, l'adaptation au nouveau stimulus. Le dégoût, c'est se retirer de ce qui nous dégoûte. Oui. Et bien sûr, la joie, là, c'est se relier, partager, c'est vraiment toute la connexion et l'affection. Tu nous as parlé un peu du lien avec le système nerveux oui. Là-dedans. Est-ce que tu peux revenir un petit peu à ça ? Alors, c'est un sujet qui évite, on évite dans le scientifique, en tout cas dans le complexe à comprendre, mais oui. De manière assez synthétique. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système nerveux et du lien avec les émotions ? Oui, c'est très, très important d'avoir un peu de notion du système nerveux parce que, tu vois, on entend souvent il faut gérer ses émotions. Ouais. Le chien, il gère mal ses émotions. Or, quand il est débordé, émotionnellement, c'est bien le système nerveux autonome qui prend le relais. Et comme son nom l'indique, il est autonome. C'est lui là qui fait que je respire, que mon rythme cardiaque se fait tout seul, que je digère, etc. Je ne suis pas en train de faire l'interview et de me dire, bon, il faut que je pense à digérer, il faut que je pense à respirer. Ça se fait tout seul. C'est autonome. Et en fait, quand le chien est débordé par ses émotions, ou qu'il a eu des traumas ou une petite fenêtre de tolérance, etc., eh bien, en fait, le système nerveux va prendre le relais, vraiment. Et donc là, le cortex préfrontal, où il y a un peu de réflexion, est coupé parce que c'est l'amygdale qui va prendre le relais, envoyer... On parle ici du cerveau. Oh, oui, c'est ça, oui, le cerveau, parce que... Et c'est pour ça que des fois, on se dit... que ce soit nous ou les chiens, on se dit mais pourquoi il prend pas un temps, qu'il y a cette réaction, cette impulsivité, c'est parce que là il est dans la survie. Et donc je vais te le faire court, le système nerveux autonome, il a 2 branches, la sympathique, c'est combat ou fuite, et la branche parasympathique qui elle-même a 2 branches. La branche ventrale, c'est vraiment le Graal, c'est la connexion, la régénération. Un individu qui est dans cet état du système nerveux, il va vraiment être dans la communication, il va avoir accès à ses ressources, il va être vraiment détendu. Et l'autre, qui est la plus ancienne des branches du système nerveux, c'est la branche dorsale, et ça, c'est l'inhibition. Et pendant des années, tu vois, on pensait que c'était vraiment l'inhibition, sidération, quand il y avait une grosse agression. Or, grâce à Stephen Porges, qui nous a parlé de la théorie polyvagale en 1994, qui a étudié d'ailleurs les animaux avant même d'étudier les humains,
il s'est aperçu qu'il y avait aussi des petites sidérations, des moments où on se sent confus, fatigué, ça donne cette impression-là. Et c'est quand on bascule dans cet état du système nerveux, parce qu'encore une fois, c'est trop pour nous. La situation émotionnelle est trop dure pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les éducateurs en coercitif. Tu vois, ça peut paraître marcher. Par exemple, ils vont plaquer un chien sur le dos qui va aller dans cet état-là. Donc, effectivement, il n'y aura plus de conduite agressive, mais il est juste en sidération, il est juste en vagal dorsal. C'est le nerf vague, le système nerveux autonome via la branche dorsale du nerf vague. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour remonter dans sa fenêtre de tolérance, le chien aura besoin à nouveau de repasser par le sympathique, donc à nouveau des conduites agressives pour revenir. Donc en fait, non seulement c'est maltraitant, mais c'est une voie vraiment sans issue. Ok, c'est hyper intéressant. Un peu complexe, mais hyper intéressant. Ce qui est intéressant, il y a la notion de fenêtre de tolérance dont tu as commencé à aborder un petit peu là-dedans, qui est intéressante d'aller creuser, je trouve, et qui est notamment un gros sujet quand on parle du chiot. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes clients dans les suivis du chiot, parce que c'est un peu finalement tout l'enjeu de la construction d'un être que de construire justement cette fenêtre de tolérance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Complètement. La fenêtre de tolérance, c'est un concept qui vraiment va nous aider à comprendre et réguler justement nos états, et les états de notre chien. Donc c'est vraiment très intéressant, et c'est intéressant de visualiser. Je ne sais pas si pour l'épisode on pourra mettre une photo de cette fenêtre de tolérance. En tout cas, sur mon Insta, il y a un article sur il y a un carrousel sur cette fenêtre de tolérance où on la voit. C'est un psychiatre, Daniel Siegel, qui a mis ce principe à jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chien a sa propre fenêtre en fonction de son lien d'attachement avec son humain, de son environnement, mais aussi de ce qu'il a vécu étant chiot. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne, de sa génétique, de ses traumas, de son état de santé, est-ce qu'il est douloureux, pas douloureux, et c'est une fenêtre qui va être modulable tout au long de sa vie, grâce justement à cette neuroplasticité, au fait que, tu sais, nos cerveaux peuvent recréer des voies, un nouveau chemin, donc soit pour le meilleur ou pour le pire, selon ce que l'individu est en train de vivre. D'ailleurs, une petite parenthèse, la neuroplasticité, c'est ni bien ni mal, c'est juste des chemins qui ont été pris très régulièrement. Et justement, pour le chiot, on sait qu'il y a un élagage synaptique, c'est-à-dire que les chemins les plus pris vont rester. Et c'est ces chemins-là, par défaut, que le chien va utiliser dans sa fenêtre de tolérance. Donc imaginons un chiot qui a été isolé, à qui on n'a pas répondu, qui n'a pas reçu de la sécurité. Par défaut, il se met en bas de la fenêtre de tolérance, donc dans l'inhibition, et c'est pour ça que les gens disent « mais il ne pleurait pas dès la première nuit ». Oui, mais ne pas pleurer pendant les premières nuits, ça ne veut pas dire que le chien est en sécurité. Donc, par défaut, il faut dormir avec. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais oui. Par défaut, on en reparlera. On en reparlera. Juste après avec le lien d'attachement, mais complètement, ouais. Oui, c'est vraiment important parce que se gardent ces chemins-là. Et donc, cette fenêtre, qui est le milieu de la fenêtre, c'est la régulation. J'ai des émotions, attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotions. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on en a toute la journée, puisque un stimulus égale une émotion. J'ai tout d'un coup la fenêtre qui claque, hop, ça m'a fait sursauter, j'ai une émotion, hop, le temps que mon cortex réagit, t'inquiète, tout va bien, c'est juste un courant d'air, ok, je reviens. Mais tu vois, c'est toute la journée. Donc du coup, dans la fenêtre de tolérance, au milieu, je navigue et j'ai accès à mes ressources, c'est ce qu'on appelle la régulation. En fait, c'est pour ça que je préfère ce thème de régulation des émotions que de gestion. Puisque, effectivement, quand c'est des réponses de survie par le haut,
fuite ou combat, sympathique ou par le bas, sidération, là, tout est coupé. Le cerveau enfin, le préfrontal est hors ligne, et là, il n'y a plus de réflexion. C'est ce qui se passe quand il y a deux chauffards qui se foutent dessus, c'est qu'ils sont plus du tout dans leur rationalisation en train de réfléchir, et les réponses de survie. Et là, c'est vraiment notre instinct qui prennent le dessus. Oui, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait sur la socialisation du chiot avec Amélie Kospérek, que je mettrai en barre d'infos de l'épisode. On avait pas mal parlé justement de l'enjeu de la socialisation. Et donc, dans l'enjeu de la socialisation, il y a justement cette fenêtre de tolérance qui se crée. Et cette exposition, effectivement, qui est ni forcément avec des expériences positives ou négatives. On ne tient pas compte de ça. On tient surtout compte de celles qui sont le plus répétées et qui vont un peu faire figure de référence, finalement, pour la suite. Donc, ouais, cette fenêtre de tolérance, elle est intéressante. Et ce qui est intéressant de garder en tête, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est que ça reste un peu ouvert tout au long de la vie. Alors, oui, ça prendra en référence ce qui s'est passé au début et on va dire avant les 16 semaines du chiot, plus ou moins. Mais c'est quand même modulable tout au long de la vie. Et c'est aussi pour ça qu'un chien va évoluer, en fait, que c'est pas fixé une fois qu'il a 16 semaines, tout est fini et définitif, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Exactement. C'est une notion hyper importante. C'est la résilience, c'est ce qu'on appelle la résilience et qui est modulable tout au long de sa vie. Et même un vieux chien, il peut continuer à faire des associations, à être connecté à cette résilience. Ça, c'est hyper important. Mais l'inverse est aussi vrai. Un chiot qui aurait un attachement hyper sécure, qui aurait eu les premières bases très, très sécurisées, tout va bien. Il a sa fenêtre qui est large, qui est vraiment... Et il a une agression. Tu vois, une agression où son humain est malade, peu importe. La fenêtre, comme tu l'as dit, elle est modulable. Et j'aime pas le côté bien ou mal, mais en tout cas, au service du bien-être ou à l'inverse. Oui, c'est ça. Oui, ça me fait penser aussi, tu l'as cité un petit peu, mais sur l'aspect douleur. On a fait un épisode avec Anaïs Allard sur la douleur, justement, où on parlait un peu de à quel point ça faisait varier cette fenêtre de tolérance aussi. On peut avoir un chien qui est plutôt bien dans ses pattes, sous tout rapport, entre guillemets, et qui, un peu du jour au lendemain, va présenter des comportements complètement anormaux qui sont liés à de la douleur. C'est complètement possible aussi, et ça doit être je trouve que la douleur est encore très peu abordée comme facteur du comportement, d'évolution du comportement. Ça va de plus en plus, heureusement, mais effectivement, c'est un vrai facteur de modification justement de cette fenêtre de tolérance. Exactement, c'est un vrai sujet. J'ai fait un visuel là, justement de l'iceberg, où le haut de l'iceberg, c'est le comportement gênant, et en dessous, et j'ai justement abordé la santé et la douleur, c'est totalement les émotions, les besoins, la santé de douleur, le lien d'attachement. Il y a tout et là, faut creuser. Et effectivement, par défaut, d'avoir des habitudes avec un bon ostéopathe, avec des personnes comme ça de médecine douce, de massage canin, etc., pour aller checker ça, c'est effectivement très, très important. Carrément. Il y a un autre sujet dans ce sujet des émotions que tu as commencé à aborder aussi, c'est le lien d'attachement. Sécure ou insécure, qui va beaucoup jouer, et notamment on en parle encore une fois beaucoup chez le chiot parce que c'est à ce moment-là que ça se crée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce lien d'attachement ? Oui, c'est vital. Comme tu sais, les chiots, ils naissent aveugles, sourds, complètement dépendants en fait de leur figure d'attachement, la mère et l'humain qui va prendre le relais. Et effectivement, et ça commence d'ailleurs in utero, une mère qui baignerait dans du stress. Je pense aux animaleries, je pense, tu vois, au salon du chiot, vraiment à fuir, parce que ces chiens-là sont déjà eux-mêmes dans une dérégulation.
de leur système. Elles ne peuvent pas transmettre une sécurité puisqu'elles sont elles-mêmes, ces mères, ces chiennes-là, débordées et en mal-être. Donc effectivement, ça va être transmis au chiot. Et surtout, ce que nous dit l'attachement, c'est que la régulation ne peut pas se faire encore. Le chiot a besoin un être humain ou sa mère pour aller réguler ses émotions. Et c'est d'autant plus vrai qu'une des branches du système nerveux, la fameuse vagale ventrale dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous amène la connexion, les ressources, la régénération, elle n'est pas encore terminée d'un point de vue neurophysiologique. À partir du moment où tu sais ça, tu te dis, bah oui, c'est donc logique, au-delà d'avoir la nourriture, la chaleur, on l'a dit, j'ai besoin, le bébé a besoin, que ce soit un bébé humain, un bébé chiot, de la régulation d'un autre individu. Il va emprunter le système nerveux d'un autre individu pour se réguler. Ça a été étudié par le docteur Bowlby, ça a commencé dans les années 1950. Effectivement, son assistante, alors je vais le prononcer très mal, c'est Mary Ainsworth, quelque chose comme ça. Elle a carrément répertorié. Donc il y a l'attachement sécure, c'est le Graal, c'est tu as reçu assez de sécurité, le chiot a reçu assez de sécurité dans cette période-là, et il va donc se construire, il va explorer, tu sais, c'est ce qu'on dit en étoile, les chiots qui commencent à quitter la maman, ils vont un peu explorer, ils vont revenir, ils sont dans la découverte, la curiosité, la joie. Tout ça, c'est un attachement sécure. Et à l'inverse, l'attachement insécure, il y a des attachements insécures, anxieux, évitants, et désorganisé, qui est un mix de tout ça. Et en réalité, quand on est attachement insécure, que ce soit pour l'humain ou le chien, c'est souvent des mixtes. Et là, c'est la connexion qui va être soit dangereuse, soit au contraire, c'est la déconnexion. Si je suis loin de ma figure d'attachement, c'est l'anxiété de séparation, c'est tout ça. Je ne peux pas survivre. Donc, c'est des individus qui ne vont pas aller explorer, qui vont rester. Et c'est dans leur réponse de survie. Donc, cette période est vraiment importante. Et là aussi, on peut, comme pour la fenêtre de tolérance, c'est modulable. Un individu qui a un attachement insécure, avec un contexte des humains bienveillants, tout le travail qu'on essaye de faire sur, justement, avec nos métiers, peut aussi gagner en sécurité. Oui, il y a la notion d'autonomie, je trouve, qui va avec, qu'on avait abordé avec Anaïs Detout dans l'épisode sur l'apprentissage de la solitude. Je trouve que ça fait pas mal référence à ça, où on avait parlé du lien d'attachement aussi, sur cette idée que, effectivement, plus l'attachement va être sécure, plus on va être bien tout seul, entre guillemets, que ce soit qu'on parle d'un chien ou d'un humain. Ou autre, mais qui va finalement, oui, faire un peu, voilà, j'ai un phare dans la tempête possible, qui est ma figure d'attachement, et je peux m'en éloigner si tout va bien, et venir m'y rassurer si ça va pas. Et je trouve ça assez joli comme image, effectivement, de cette exploration en étoile là autour d'un phare. C'est exactement ça. C'est que je peux me déconnecter pour un temps, parce que je suis dans les odeurs, le chiot, et revenir à la connexion. La connexion, elle est là. En fait, le fil est là. Donc, il y a de la sécurité. Et c'est super important ce que tu dis par rapport à l'autonomie. Et là, je reviens un peu en arrière. On a évoqué les besoins. Donner de l'autonomie à un chien, alors ça peut être quand justement il y a rééducation, quand il y a eu maltraitance, trauma, lui donner de l'autonomie, le choix de balade, le choix de mastication, le choix de plusieurs dodos. Enfin, on peut, parce que effectivement, nos chiens ont très très peu d'autonomie. On décide de tout pour eux. On décide de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils voient, qu'ils voient pas, etc. Donc ça, c'est factuel, c'est comme ça. En revanche, on peut avoir cette bonne intention de dire, OK, comment je peux lui laisser du choix ? Et ça va tisser de la confiance. Et effectivement, j'avais écouté l'épisode avec Anaïs, c'est exactement pertinent.
Oui, oui, oui. Et après, sur cette question de choix et d'autonomie, je trouve que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que ça s'apprend, tout ça, pour un chiot. Je vois de plus en plus de gens qui sont hyper informés sur ces sujets-là et qui ont à cœur de laisser du choix à leur chiot et qui en laissent très vite beaucoup. Et c'est un peu le versant le versant de la médaille aussi là-dedans, c'est que ça s'accompagne vraiment, et c'est ça aussi toute la complexité du chiot finalement, d'arriver à trouver ce juste équilibre entre le guider et lui laisser assez d'autonomie pour qu'il se sente bien en fait. Donc voilà, c'était juste une petite aparté là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, mais ça Mais me parle beaucoup. Et d'ailleurs, tu vois les chiots qui sont un peu sidérés parce que mm, ils ont besoin d'être accompagnés. ouais, Donc, si tu leur fais choisir alors qu'ils sont pas encore finalement conscients de, ça va trop vite. Ça me fait aussi penser. J'ai une autre des chiens qui ont été énormément contrôlés. Tu sais, qu'on mm, a dit à ta place, même où ils s'assoient, tout est contrôlé par oui, l'humain. Ces chiens-là, par exemple, quand ils débutent du man-trailing, alors je ne suis pas du tout spécialiste de man-trailing, j'en ai fait en tant que participant avec ma chienne, ils ont du mal à prendre des initiatives. oui, complètement. Ils sont complètement conditionnés sur l'humain. C'est l'humain, l'humain, l'humain. Et là, on est dans un attachement assez pur. Donc c'est OK, il faut juste revenir et apporter. Mais c'est subtil, ça prend Ouais. des étapes, comme. C'est ça, se retrouver du jour au lendemain avec un champ des possibles complètement ouvert, Et bah, ouais, c'est aussi anxiogène. Enfin voilà, ah, mais on peut très, carrément. très bien le vivre aussi, nous, en tant qu'humains. Mais effectivement, c'est à tenir compte, et on ouvre porte après porte, j'ai envie de dire, Mais c'est toutes tout ces à fait ça. possibilités. En conclusion, peut-être, de tout ce qu'on vient de se dire avant de passer au dernier sous-sujet, on va dire, Mhm. des émotions. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça laisse réapparaître là-dedans un peu les deux enjeux que je vois dans les apprentissages du chiot, finalement, qui sont la résilience et l'autonomie, dont on parle quand même assez souvent. Et on voit que c'est directement lié à cet apprentissage et à cette fixation du système émotionnel, on va dire. Donc, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup d'être revenue sur tous ces points, Véronique. Avec plaisir. Et effectivement, s'il y a un message à passer, c'est la sécurité. Et Ouais. la sécurité, c'est pas d'étouffer l'individu, hein, Mm. c'est pas d'être, Mm. c'est vraiment que le lien ne soit pas rompu dans les périodes sensibles et même après. Ouais, de l'accompagner vers. C'est ça, exactement. Quand on parle des émotions, il y a souvent un autre sujet un peu qui vient et qui est là, qui est complètement lié à l'humain quand on parle de la relation humain-chien, c'est la contagion émotionnelle, dont on entend de plus en plus parler quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce sujet? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se crée? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que ça existe réellement ou pas? Quelle est ta vision un peu de tout ça? Alors, oui, ça existe, ça c'est sûr que ça existe. Ce n'est pas systématique, ça va être aussi en fonction de la fenêtre de tolérance des deux individus. Par exemple, un chien qui a eu ses besoins comblés, qui est tranquille, et tout d'un coup, son humaine arrive et est stressé. Et lui, s'il est dans sa fenêtre, tu vois, il va être dans cette distance où il ne va pas spécialement être embarqué. Mm, mm, Donc voilà, et à l'inverse, un chien qui est un peu sensible et qui est déjà lui-même un petit peu en dehors de sa fenêtre de tolérance dans ses réponses de survie, effectivement, il va être plus sensible à ce qui se passe chez l'humain. Donc ça a été prouvé scientifiquement, il y a eu des études qui ont montré qu'un chien réussissait moins bien un exercice qu'il connaissait parfaitement quand l'humain est stressé et avec beaucoup d'attentes. mm. Donc là, moi j'aime bien cette idée, en tant que sophrologue, les attentes. J'aime Ouais. bien les remplacer par des intentions. Mm. Les attentes, tu vois, c'est un peu, on y met une tension, on veut que l'individu soit comme ci et comme ça, et pas comme il est tout simplement. Donc ça met une charge. Donc j'invite, mais on sait que derrière les attentes, il y a du contrôle, donc c'est pas facile de lâcher. Quand je dis j'invite à lâcher les attentes, c'est que c'est aussi voir si la personne, pourquoi elle a ses attentes, est-ce qu'elle peut un tout petit peu les baisser. Du coup, ça va détendre un peu tout le monde, tout le système. On parle de système d'approche systémique, c'est
tout le monde est relié, en fait. L'environnement, la maison, le jardin, les individus de la famille, tout ça, ça compte. Donc, il y a eu ces études scientifiques-là. On sait que les chiens vont capter, grâce à leur flair incroyable, les odeurs du stress, des hormones, de l'ocytocine. Tout ça, ils vont les sentir. Et en fait, la définition de la contagion émotionnelle, c'est plutôt d'ailleurs de la co-régulation, parce qu'on ne sait pas, si je suis enrhumée, tu vas attraper le même rhume, mais en termes d'émotion, si tu sens que je suis moi-même, par exemple, en colère, peut-être que chez toi, en étant en contact avec moi, ça va plutôt aller chercher, tu sais, justement le dorsal, le vagal dorsal, et donc de l'inhibition, peut-être ça va avoir une autre couleur. Donc c'est plus co-régulation, c'est quand une personne en sécurité transmet sa sécurité à un autre individu, chien ou humain. Et la codérégulation, c'est quand une personne ou un chien transmet son insécurité à quelqu'un d'autre. Donc c'est tout à fait pertinent de s'intéresser à ça. Oui. C'est quand même intéressant de soulever ce sujet-là de la contagion émotionnelle, parce qu'il y a quand même souvent un peu une part de culpabilité qu'on peut ressentir à partir du moment où on a posé ce constat que la contagion émotionnelle existait entre deux individus et donc qui pouvait exister entre un chien et son humain. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Moi, je pense qu'il y a pas de culpabilité à avoir, en fait, finalement, parce qu'on est tous le produit de notre histoire, qu'on soit chien ou humain, et que forcément, on accueille les choses et les émotions un peu comme elles viennent et on fait un peu de notre mieux avec ça pour se dépatouiller. Mais quand même, c'est quand même un truc qui revient souvent. Oui. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis et je te rejoins totalement. Et il y a d'ailleurs la culpabilité saine, tu vois, c'est j'ai volé quelque chose, j'ai de la culpabilité, là c'est sain, ok, je vais remettre en question, mais la culpabilité qui est presque parfois c'est une émotion secondaire de me sentir coupable de tout. Là, on sait que ça va pas être porteur, que ça va. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui sont coupables, c'est les personnes sensibles et qui vont avoir l'intérêt de leur chien. Oui. Donc elles font déjà assez, peut-être même elles font trop parfois. Donc effectivement, la culpabilité, elle existe, faut l'accueillir, mais c'est ok. Et par contre, c'est une invitation. Moi, j'aime bien cette idée-là du coup de prendre soin de soi et de se réguler. Parce que ça commence par l'humain. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieuse et j'ai culpabilisé, donc je connais très bien ce sujet. Je l'ai vécu, par exemple, parce qu'une fois, ma chienne avait fait une crise d'angoisse à la gare. La gare, c'était OK pour elle. Et j'étais très, très, très stressée. J'allais en stage. Et tu vois, certainement que je lui ai transmis quelque chose. Bon, c'est OK. Après, on prend le recul. Donc, la culpabilité... Déjà, si elle n'apporte rien, j'invite à lâcher ce qui peut être lâché et simplement se dire ok, alors c'est aussi une voie pour que moi je prenne soin de moi et que je régule mes émotions et donc avoir des temps de pause, avoir des temps d'intégration, ralentir le rythme et du coup ça va être quelque chose, un cercle vertueux de se servir finalement de notre relation humain-chien pour réguler nos émotions et aller mieux, ce qui va avoir un impact. Trop chouette. Dans la partie conseil, je voulais terminer peut-être un peu là-dessus, sur le fait d'être au contact de ses propres émotions. Alors c'est un sujet à part entière qui peut faire l'objet de bien plus qu'une question conseil dans un épisode, mais finalement on voit que vivre aux côtés d'un chien, ça nécessite aussi de nous être au contact de nos émotions parce que nos chiens le sont forcément et nous on essaye de l'être un peu doublement, à la fois des leurs et des nôtres, mais souvent, et quand on prend soin, et tu le disais, quand on est déjà, on a cette sensibilité-là, qu'on veut très bien faire pour nos chiens, qu'on est très engagé dans leur bien-être, etc., on oublie aussi un peu d'être au contact des nôtres, d'émotions. Est-ce que tu aurais des
des conseils. Peut-être là, du coup, c'est peut-être plus ta casquette de sophrologue qui entre en jeu, mais est-ce que tu aurais des conseils, des choses à nous rappeler là-dessus? Oui, merci beaucoup pour cette question qui justement me tient à cœur. Eh bien déjà, c'est faire ce qu'on fait, c'est écouter, c'est de mettre de la pédagogie. Mm. Tu vois, le système de l'école, on ne parle pas d'émotion à l'école, on est même dans quelque chose de performant, je n'ai pas le Mhm. terme, mais où on doit des notes, etc. Donc, effectivement, plus nos familles, selon l'année à laquelle on est né, les émotions dans les familles, c'est souvent là aussi, on peut dire au petit garçon, pleure pas, il y a comme ça des injonctions. Ouais. Donc c'est quelque chose où si on ne revient pas dessus, on ne sait pas nommer. On ne s'est pas rencontré, on n'est pas dans notre corps, on est dans la tête, on aurait une grosse tête et un tout petit corps. Et justement, c'est nos chiens, dans les masterclass et les formations que je propose autour de ce thème, j'invite vraiment à se servir de la balade pour respirer, tu vois, à créer comme ça des rendez-vous. Alors moi, je ne suis pas de bloquer des rendez-vous, c'est une charge mentale, moi, ça ne marche pas, ou pas sur le long terme. Mais dans les moments du quotidien, comment je peux être en contact, comment je peux nommer. Et ça passe par ce qu'on fait là, de l'apprentissage, de la théorie, ok, bon, comprendre les concepts, comprendre, et après un peu effectivement se reconnecter à son corps et à ses émotions en les nommant. Pourquoi pas en demandant de l'aide, ça peut être quelqu'un, un sophrologue, un psy, ça peut être, si on est professionnel, en supervision. Enfin, maintenant, il y a plein de sources où on peut se faire aider. Surtout, ne pas hésiter à se faire aider, c'est vraiment... À l'époque, on disait c'est les fous qui vont demander de l'aide, et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, un beau cadeau qu'on peut se donner, quoi. Oui, complètement. Et puis même peut-être à échelle encore plus réduite de juste la vie avec un chien, je trouve qu'être au contact de ce que ça nous génère comme émotion chez nous, ça peut déjà, ne serait-ce que de demander de l'aide autour de soi, de passer le relais à la personne avec qui on vit, à des proches, etc. Que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments avec son chien, j'ai envie de dire. Mais c'est important aussi de pouvoir comprendre ce que ça nous fait vivre et, et voilà, je vois trop souvent, ça va être un peu lié au puppy blues, ce que je vais dire là, mais voilà, surtout quand on a un chien qui arrive, un chiot qui arrive dans une famille à un moment de la vie, c'est un gros bouleversement. Et je trouve que c'est d'autant plus important d'être au contact de ce qu'on vit à ces moments-là, parce que on peut traverser un peu cette vague-là, être pris dans la machine à laver, et se réveiller quelques mois après en se disant waouh, je suis un peu fatiguée de tout ça, à plus ou Exactement. moins grosse échelle. Donc je trouve que ouais, voilà, si vous êtes dans cette période en ce moment, c'est peut-être le signe de vous poser 3 minutes pour savoir comment est-ce que vous vivez cette période. Ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant, et surtout, c'est pas vain. Mm. C'est-à-dire que c'est un chemin de croissance. Ouais. Nos chiens, nos chiots, quand ils arrivent dans nos vies et qu'il y a des bouleversements, c'est qu'il y a un nettoyage de printemps qui doit être fait. En tout cas, on nous invite à le faire. Et une fois traversé ces étapes-là, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété réveillée à l'arrivée d'Ies, et c'est peut-être pour ça que j'ai attendu beaucoup de temps. Et donc oui, c'est dans les émotions, j'aime bien la spirale ascendante. C'est vraiment le chemin de transformation, mais qui nous fait toujours aller vers quelque chose de plus haut. Ouais. Et donc c'est des occasions. La vie avec un chien, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, complètement. Ça met la lumière là où il y a encore des petites zones d'ombre, des petites peurs, des petites angoisses, et c'est OK. Oui, complètement. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec un chien ? Justement, ce que ça m'a appris, je pense que ça m'a appris justement à revenir sur ma vision, mes valeurs. Tu vois, je vivais à Paris avec tout ce que une vie comme ça un petit peu
qui me correspondaient pas profondément. Moi, je suis quelqu'un qui est en forêt et tout, qui a besoin d'aller en forêt tous les jours, qui a besoin d'être au calme, etc. Et c'est vraiment grâce à Yes que j'ai été recentrée sur mes vrais besoins, sur ce travail de travailler avec les humains et avec les animaux, avec les chiens. C'est grâce à elle. Sans elle, je crois que je serais passée à côté de ma vie. Ah, ça paraît un peu sans demi-mesure, mais je pèse mes mots. Okay. Donc ça m'a tout appris, oui. Ça m'a fait revenir à moi-même, je pense, la vie avec un chien. C'est chouette, trop beau, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur le sujet des émotions ? Eh bien, écoute, volontiers. Alors là, c'est pas directement sur les chiens, mais j'ai beaucoup aimé un livre de Peter Levine sur Réveiller le tigre. Il parle de trauma. Et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, il a étudié les animaux. Et les animaux, les animaux sauvages, en réalité, n'ont pas de trauma. Quand ils ont une expérience difficile, ils vont finalement libérer l'énergie de combat ou de fuite. On a vu qu'on a avec le système nerveux autonome. C'est comme s'ils réinitialisaient leur système nerveux après une mauvaise expérience. Imaginez un ours, par exemple, il nous dit, Peter Levine, qu'après un combat, il va se secouer, il va décharger toute l'énergie sympathique et donc le stress, et revenir dans sa fenêtre de tolérance. Et ça nous montre l'importance, les chiens d'ailleurs font ça quand ils se secouent, mais aussi quand ils creusent, voilà, dans les besoins, de laisser faire ça, de se reconnecter au corps. Moi, j'ai beaucoup appris en lisant ce livre, finalement, sur la connexion et la libération de ce qui a été une expérience. C'est ça qui va changer la chose. Soit on le garde et on en fait un trauma, soit on le libère. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a aussi le livre Dans la peau d'un chien. Tu le connais, c'est Alexandra, je ne sais plus son nom. Horowitz. Voilà, oui. C'est ça. Oui. Alors j'ai beaucoup aimé, déjà parce qu'elle parle d'elle et de sa chienne, et aussi qu'elle nous amène sur leurs sens, sur les sensations. Nous qui ne sommes pas trop dans nos sensations, parce que dans notre tête souvent, le sens du flair, j'ai trouvé les points qu'elle faisait, elle est docteure en sciences cognitives, les points qu'elle faisait avec aussi du concret dans la vie de tous les jours. J'ai trouvé son livre hyper intéressant. Et il y avait une personne aussi que j'aime beaucoup, qui m'a apporté et qui je continuerai d'aller en stage avec elle, c'est Nadine Chastan. On a parlé du langage canin. Elle propose des stages dans toute la France et je trouve qu'elle est très très précise et que ça demande beaucoup d'observer un chien, ça demande de la concentration, ça demande et surtout de ne pas interpréter trop vite. Moi, j'ai tendance à interpréter, j'aime bien que mon mental analyse, trouve des réponses, et juste de rester dans « ok, j'observe justement ce qu'ils expriment au niveau du langage canin ». Là, c'est un laboratoire où on peut vraiment progresser. Donc, je recommande beaucoup. Trop chouette, trop cool. À qui est-ce que tu passerais le micro, du coup, pour un prochain épisode ? Sans hésiter, Romy Sauvageau de Kiffe ton chien. On travaille ensemble sur une formation, on propose une formation justement qui allie le langage canin, c'est sa partie, puisqu'elle a 14 ans, 15 ans d'expérience, et moi-même qui vais parler des émotions, parce que c'est quelqu'un qui a une approche vraiment bienveillante, qui a beaucoup de connaissances, qui a une certaine légèreté dans ce qu'elle transmet. Elle fait beaucoup de contenu, c'est léger, c'est drôle, il y a de l'humour et en même temps on apprend et on peut aussi évacuer les idées reçues de cette façon au lieu, tu vois, d'être dans le côté un peu trop donner des leçons. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Trop chouette, trop cool. C'est noté. Le micro sera passé. Super, cool. Génial. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Alors, j'ai Insta, c'est yeshome.éducation canine. J'ai Facebook, pareil. J'ai un site qui est en construction, mais il va être mieux bientôt. Et puis,
Oui, je propose aussi des masterclass justement pour que les personnes, enfin des masterclass, une formation, je ne sais pas exactement comment le nommer, pour que les personnes puissent intégrer tranquillement. J'ai arrêté le webinaire Mon chien, nos émotions et moi, qui se passait en direct, pour que justement... Très chouette, d'ailleurs. C'est très gentil, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Mais tu vois, ça faisait beaucoup d'intégration. Là, j'ai décidé que les personnes puissent acheter la masterclass et du coup, ils écoutent, ils intègrent, ils font pause, ils reviennent, ils ont tout le PowerPoint sous les yeux, les visuels. Donc ils vont pouvoir le trouver aussi sur le site, sur les réseaux, etc. Ok, trop cool. Et trop chouette. Merci beaucoup Véronique. C'était un super épisode, hyper intéressant comme conversation. Donc un grand merci à toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir participé à la niche aventure. Merci beaucoup Claire. Trop cool. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Véronique et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @yeshome.educationcanine et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!